Donc, je suis contente d'être avec vous là, pour boucler la boucle un petit peu avant le panel. Moi, on m'a demandé aujourd'hui de venir vous décrire un peu l'approche qu'on utilise avec nos producteurs de maïs sucré. Je vais changer de diapo. Bon. Puis, en même temps, revenir sur les principes de base là, de la lutte intégrée, de la fameuse GIEC, là, Gestion intégrée des ennemis des cultures. Fait que là, on voit ici les différentes étapes là, de la GIEC en tant que telle. Il faut comprendre qu'avant d'établir une stratégie, il faut se poser un paquet de questions. OK? Donc, en lien avec les connaissances, il faut savoir ben, c'est qui nos ravageurs. OK? On a parlé de la pyrale, mais on a aussi mentionné ce matin qu'il y a d'autres chenilles aussi à connaître dans le maïs sucré. C'est quoi leur stade problématique? C'est quoi leur comportement aussi sur le plan? Où est-ce que les œufs sont pondus? Où est-ce que la chenille va se déplacer? C'est important de comprendre ça pour se faire un fameux plan de match. Tous les aspects de prévention aussi, en connaissant les espèces qui passent l'hiver ici versus les migratrices, ça peut venir impacter des stratégies de prévention qu'on peut mettre en place, comme les résidus ou les rotations, ils ont-tu leur place par rapport à quelle chenille? Y a-t-il quelque chose à connaître en lien des particularités en lien avec les cultivars, en lien avec ces chenilles-là? Fait que, tu sais, il y a quand même des questions à se poser par rapport à ça. En lien avec le suivi, on a parlé de piégeage, on a parlé de dépistage des plants. Il faut se poser la question, qu'est-ce que ces chiffres-là veulent dire, OK, pour prendre la bonne décision en lien avec notre situation en tant que telle, puis aussi connaître c'est quoi les stades critiques de la culture aussi à surveiller pour bien cibler les bons traitements au bon endroit. En lien avec les interventions, c'est sûr que ça reste pertinent de considérer son marché. C'est un marché de kiosque, c'est un marché de transformation, c'est un marché de gros, de grande surface. Ça peut venir influencer un petit peu la prise de décision. C'est quoi mes types d'interventions possibles? On a parlé des trichogrammes ce matin. Je vous confirme que ce n'est pas juste utilisé en régie biologique. Il y a des producteurs conventionnels qui font le choix d'utiliser des trichogrammes. Fait que ça, c'est une option, mais il y a aussi tout le monde des insecticides. OK? Fait qu'il faut comprendre comment ces insecticides fonctionnent pour justement utiliser le bon produit au bon moment. Puis en lien aussi avec les seuils d'intervention. Puis pour revenir aux insecticides aussi, juste de connaître aussi, est-ce qu'il y a de la résistance? Annie-Ève parlait de la résistance en lien avec les plantes et le BT, mais il peut aussi avoir des résistances en lien avec les insecticides qui est développé. Fait que il y a un paquet de questions à répondre avant d'utiliser la bonne stratégie, puis après ça, d'aller confirmer le résultat de ma stratégie. Puis est-ce que j'ai bien ciblé mon stade ou j'ai un changement à faire et ainsi de suite, puis de s'améliorer de fois en fois. Fait que ça met la table, OK? Je voulais juste revenir, Laurence a parlé des avertissements phytosanitaires du RAP. Je voulais juste aussi mettre en lumière les fiches techniques du RAP. OK? Quand vous allez sur le site, c'est des fiches techniques complètes qui viennent préciser les connaissances, qui viennent préciser la prévention, qui viennent préciser les types de pièges, les méthodes de dépistage, les types d'interventions, que ce soit qu'on fasse le choix d'utiliser une stratégie biologique ou physique ou chimique. C'est tout très bien décrit dans les fiches techniques complètes du RAP, qui sont mises à jour, j'imagine, à une certaine fréquence, là. Mais il y a beaucoup d'infos dans ces documents-là. Fait que je trouvais ça quand même pertinent là, de vous le rappeler aujourd'hui. Puis, le recueil de seuil aussi des interventions contre les insectes et maladies, c'est un outil qu'on a développé chez Plantaire ben, parce que c'était un besoin un peu de comparer l'information au Québec, mais qu'est-ce qui se dit aussi en Ontario? Qu'est-ce qui se dit dans le nord-est américain? Fait que c'est pour plusieurs cultures, mais il y a un chapitre maïs sucré dedans. C'est disponible gratuitement sur AgriRéseau. Fait que je vous ai mis le lien. Puis là-dedans, on fait la nuance aussi de mon marché frais, marché de transformation. Puis on voit les différents seuils en lien avec les différentes régions productrices. Donc, c'est ça, c'est un autre outil pour vous là, qui peut vous aider. Donc, si je fais la synthèse rapidement, je ne peux pas passer à travers tout ça nécessairement, puis vous allez avoir accès au PDF.
Mais si on lit la fiche technique puis le recueil de seuil, en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que la pyrale, elle passe l'hiver au Québec. Anne-Ève nous l'a confirmé aussi tantôt. OK? Fait que ça, c'est important de savoir en lien aussi avec les aspects de prévention. La gestion des résidus de culture en fin de saison a un impact aussi. Fait que ça, c'est un aspect important à savoir. On va le dépister avec un piège Iliotis, comme vous voyez en bas ici, avec une phéromone, OK? Puis Agnès parlait des 2 races, fait que ça prend un Iliotis avec une phéromone par race. Fait que ça, c'est la façon où on va le piéger, mais on peut marcher les champs pour dépister les plants. Puis oui, on peut voir les dommages à différents stades ici, mais ça reste que la pyrale est quand même assez facile à voir aussi à l'émergence de la panicule, la fameuse croix dans le cornet. Concernant le recueil de seuil, c'est un peu l'information là, que vous pouvez retrouver là-dedans, où on compare le fameux Québec avec l'Ontario et le nord-est américain. Je vous ai mis aussi juste le lien avec le nouveau guide, la mise à jour du guide de l'Ontario qui est sorti en novembre 2023 parce que le recueil de seuil, la mise à jour avait été faite à l'automne 2021, mais avec le nouveau guide, je l'ai quand même parcouru, le guide ontarien, juste pour voir s'il y avait des choses qui avaient changé pour vous là, pour ce matin. Donc, Laurence, tantôt, a mentionné la stratégie du RAP. Je n'y reviendrai pas trop, mais tu sais, de 1 à 3 traitements s'il n'y a pas de dépistage versus s'il y a du dépistage des plants dans le champ. Là, on voit qu'il y a un 5 de plants infestés pour le seuil d'intervention. L'Ontario mentionne toujours, même dans la mise à jour 2023, 5 de plants porteurs de chenilles. OK? Puis le nord-est américain, ce qui est différent ici, c'est qu'il sépare un peu l'information en lien avec la transformation du marché frais. Fait que je trouve ça pertinent de savoir cette différence-là. Puis, il sépare aussi en lien avec, j'ai perdu ma souris, les plantations hâtives ici, 15 de plants porteurs de dommages frais versus les autres. Là, on a aussi des différences 6 à 10 feuilles, émergence de la croix ou soie et plus. Puis là, on a des variations de pourcentage de plants atteints de 5 à 30. Puis, même au stade 6 à 10 feuilles, on voit qu'ils combinent des chenilles aussi dans ce cas-là. On parle de pyrale et de légionnaire d'automne combinés. Fait que, tu sais, je trouve ça sécurisant d'avoir un portrait global pour prendre la décision qui est mieux pour nous dans notre contexte avec le risque qu'on a le goût de prendre ou selon notre situation. Pour le ver de l'épi, passe rapidement, une espèce migratrice, OK? On la piège encore avec un piège héliotis, comme la pyrale, mais avec une phéromone spécifique à cette espèce-là. Puis le piège, comparativement, je ne l'ai pas dit tantôt pour la pyrale, on va mettre les pièges en bordure de champ, tandis que le légionnaire d'automne, je m'excuse tellement. Le ver de l'épi, on va le mettre dans le champ carrément, OK? Puis c'est ça. Euh, puis tout est écrit dans la fiche technique, là, mais ce qu'on apprend aussi, c'est la période très, très, très précise des soies fraîches. OK? Fait que ça, c'est très important de savoir ça. Puis les stades non à risque pour le maïs avant le cornet, puis quand les soies sont en train de se dessécher jusqu'à une semaine avant récolte, c'est plus à risque là, pour le ver de l'épi. Donc, quand on dépiste, il faut constamment, dépendamment du nombre de pièges qu'on a dans le champ, déplacer le piège toujours dans un semis qui est très alléchant pour le ver de l'épi. OK? Mais les plants sont très difficiles à dépister parce que le ver de l'épi va venir pondre directement dans les soies fraîches, puis la chenille va se déplacer vers l'épi. Fait que beaucoup plus difficile de dépister les chenilles là, sur les plants. Des seuils, je passe rapidement, vous allez avoir l'info dans le PDF, mais on voit le Québec, l'Ontario, nord-est américain qui proposent des traitements au stade soie. OK? Puis après ça, c'est des intervalles de traitement selon les captures. OK? Je vais y revenir tantôt quand je vais préciser les stratégies qu'on utilise. VGOH, une espèce migratrice encore. OK? Là, vous voyez une différence de piège. OK? C'est un unitrap. C'est le piège qui est utilisé, encore là, avec une phéromone précise pour cette espèce-là. Les stades, le VGOH, tantôt, on l'a vu, je ne me souviens plus qui, ça doit être Laurence qui l'a montré. Le VGOH, quand il arrive, il est très attiré par
des champs qui ont fini de faire leur feuillage avant que la croix sorte. C'est là qu'ils vont commencer à pondre. Fait que c'est là qu'on pourrait voir des masses d'œufs. OK? Fait que c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur ici. Mais c'est sûr que la chenille, quand elle sort, les chenilles, quand ils sortent des masses d'œufs, ils vont se déplacer vers les croix puis vers les soies fraîches. OK? Fait qu'encore là, un stade très important à connaître. VGOH encore pour les seuils. Encore là, ici, dans le recueil, on parlait d'un 8 mais il y a une mise à jour ici dans le guide ontarien là, qui mentionne que c'est indirectement contrôlé quand on applique contre le ver de l'épi. Puis, il y a un seuil de. Ben, il n'y a pas de seuil quantifié de masse d'œuf clair. Ça mentionne une ponte substantielle observée au stade croix. Donc, bon, c'est l'info qui est dans le guide. Puis, le nord-est américain, encore là, qui ventile l'information, transformation et marché frais avec un pourcentage différent. Donc, c'est important de connaître ces informations-là. Légionnaire d'automne, encore là, une espèce migratrice. La méthode de suivi, qui est un autre piège différent des autres espèces qu'on a mentionnées tantôt, toujours avec une phéromone. On peut voir les dommages à plusieurs stades des plants de maïs, mais des fois où nous, on a eu à intervenir, puis je vais y revenir tantôt, règle générale, 8-10 feuilles, c'est là qu'on le voit très bien. Des différences de seuil encore là. Je passe rapidement, vous avez l'info. Mais ce qu'il y a à retenir, bon, au Québec, on n'a pas de seuil précis. En Ontario, dans le nouveau guide, parle de 5 de plants porteurs de dommages. Puis dans le nord-est américain, on combine des chenilles ici, OK, 6 à 12 feuilles traitées quand il y a 30 des plants porteurs de pyrale et de légionnaire. Ou quand la panicule est sortie du cornet, on baisse le seuil à 15 de pyrale, légionnaire et vers de l'épi. Fait tu sais, quand on compte, c'est ça. Ça donne de l'information de plus pour après ça prendre la décision qui est mieux pour nous. Puis là, on voit qu'elle soit fraîche là, à récolte, on parle de 5 Fait que l'information est plus détaillée là, au niveau du nord-est américain. Fait que là, je vous ai parlé des différentes espèces de chenilles, des types de pièges, des stades particuliers au niveau du maïs à regarder, les seuils aussi qui existent. Mais après ça, il y a aussi selon les insecticides qu'on veut utiliser, c'est de comprendre la différence entre ces produits-là. OK? On a parlé tantôt de l'utilisation des trichogrammes, vraiment pas juste chez les producteurs biologiques, comme je disais tantôt. C'est encore très utilisé, puis ça fonctionne pour la pyrale. C'est en évaluation par le sérum présentement contre le VGOH. Je dirais que c'est peut-être pas pratique courante de faire ça sur des grandes surfaces. C'est en évaluation, on va avoir des réponses. Donc, ça reste une technique qui est disponible pour vous. Mais si vous voulez faire le choix d'utiliser des produits insecticides, il faut comprendre qu'ils sont différents. Donc, il y a des fameux produits de type BT, OK, elles fonctionnent au niveau là, de l'ingestion, au niveau de la chenille, qui affecte la chenille seulement. Il y a toutes les. Là, il a fallu que je sois un petit peu, que je fasse un petit peu de choix, là, mais ici, Delegate, je n'ai pas mis le success qui est là, mais ça reste que c'est un spinosade comme le Entros, OK? Les groupes 5 qui sont là, avec un effet plus translaminaire au niveau des plants. Hein. Le translaminaire, il faut le voir comme une goutte d'huile dans une feuille de papier. Ça rentre dans la feuille, ça s'étend un petit peu, puis ça reste là. OK, avec une efficacité de 7 à 14 jours. J'ai vu des sources à 21 jours, mais je ne veux pas que vous fassiez de faux espoirs. Là. Chantal Veilleux de Corteva m'a confirmé qu'on est vraiment plus dans le 7 à 14 jours. Des vieux produits, la natte ortène, OK, on est dans des carbamates, des organophosphorés, c'est des produits qui sont encore homologués systémiques, OK, mais avec des gros indices de risque quand même au niveau de l'environnement. Il faut le savoir. Intrépide, qui est un produit aussi translaminaire, 10 à 14 jours, OK, on va y revenir tantôt. Coragène et Valiego qui ont fait leur place depuis les dernières années, des produits translaminaires aussi, 7 à 21 jours d'effet sur la plante. Voliam Express, qui est une combinaison de coragène et de matador. Puis les fameux matador Ripcar, là, j'ai mis les lambda cyalonitrine, cypermétrine, j'ai pas mis les deltamétrine puis les permétrines.
c'est tous des groupes 3A, OK? Il faut comprendre que c'est ça. Eux autres, c'est des contacts non systémiques. Ils ne restent pas au niveau des plants, ils ne sont pas translaminaires non plus. Fait que, tu sais, il y a des différences entre les produits avec les IRE, IRS aussi qui sont différents, qui est important quand même de connaître. Puis, sans oublier le nombre maximal d'applications par année aussi. Par exemple, l'Entros, c'est un produit qui est accepté en régie biologique, mais ce n'est pas parce que c'est un produit bio qu'on peut en mettre 5 fois. Il y a une limite de 2 fois dans le Entros. Il faut quand même le savoir. OK? Fait qu'ici, si je mets en lumière des petites choses quand même aussi importantes à savoir, tu sais, j'ai regardé dans Sage Pesticides chacune des matières actives juste pour voir est-ce qu'il y a de la résistance. C'est important. S'il y a de la résistance, c'est comme si on mettait de l'eau en fait dans nos champs. Tu sais. Fait que les BT, il y a de la résistance soupçonnée au Québec, OK, de mentionner dans Sage Pesticides. Même chose pour les groupes 3A, en fait, OK, les Matadors et compagnie. Là, ça ne veut pas dire qu'il y a de la résistance nécessairement chez vous. C'est peut-être juste de connaître cette information-là au cas où vous appliquez 2, 3 fois des matadors puis que vous n'avez pas l'effet que vous voulez, bien, peut-être que c'est une raison. OK? Fait que ça, c'est juste, je trouvais ça important de vous le mentionner. L'effet plus long là, des produits translaminaires qui est important de connaître. OK, le Delegate, là, je l'ai dit tantôt, on est plus dans le 7 à 14 jours versus Intrépide 10 à 14 jours ou Coragène Valliego, on parle jusqu'à 21 jours. Fait que c'est important de connaître ces différences-là. La nappe, c'est juste que en lisant l'étiquette, c'est quand même impressionnant de savoir qu'il y a une date limite pour mettre du LANAP, le 15 août, date maximale, pour éviter de contaminer les eaux souterraines. Mais ça explique aussi le IRE élevé aussi qu'on y retrouve. OK? Fait que je trouvais ça important de vous le mettre en lumière. L'intrépide, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la façon qu'il fonctionne, ce produit-là, c'est qu'il affecte la mue, les changements de stade des chenilles. Donc, quand la chenille est trop grosse, ce n'est pas un produit qui fonctionne bien. Donc, il faut le mettre vraiment au niveau des œufs ou des jeunes chenilles. OK? Fait en lien avec le portrait, notre contexte, dans notre champ, selon la situation, ça peut être un produit qui est adapté à la situation ou peut-être pas selon la grosseur des chenilles. Autre chose que je voulais mettre en lumière aussi, c'est le Voliam Express. Quand on regarde la concentration des deux matières actives avec la dose du Voliam Express, c'est comme si vous appliquiez en une application la grosse dose de Matador et la petite dose de Coragène. Fait que j'ai fait un petit clin d'œil à Pierre-Yves McSween. Est-ce que vous en avez vraiment besoin dans la situation dans laquelle vous êtes? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est juste de savoir quand même que ça équivaut à 2 applications d'insecticides en une. Matador, Ripcord et compagnie, OK, je m'excuse pour tous les dérivés de ça, mais c'est ça. De faire attention quand il fait chaud. OK? Fait que, en haut de 22, 23, 24, c'est des produits qui ne sont plus aussi efficaces. Fait que selon en plein été, des fois, ben, c'est ça, il y a peut-être intérêt à mettre un autre produit. OK? Fait que il y a différentes choses à connaître, mais c'est important de le connaître pour prendre la bonne décision. OK? Fait que qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations-là? Ben, attendez, j'y arrive. On va tout. Là, je mets l'info sur la table, mais après ça, on va faire fitter le casse-tête, comme on dit. Donc, je voulais juste vous avertir que ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui fonctionnent dans notre contexte, avec notre pression des ravageurs qu'on observe chez nos clients, puis la façon que nous, on fait le suivi. Nous, on va mettre les pièges, on va dépister les plants, puis on a des discussions avec les producteurs, puis chacun accepte, on a un niveau de tolérance. Fait que je vous explique ça, mais je ne vous fais pas des recommandations pour vous parce que je ne connais pas votre contexte. OK? Fait que c'est vraiment peut-être juste de vous faire réfléchir puis de voir qu'est-ce qui s'adapte à votre réalité là-dedans. OK? Je passe vite ici, c'est juste pour vous montrer le fameux bruit de fond aussi que nous, on a au niveau des captures de pyrale, comme Laurence et Maxime ont mentionné tantôt. OK? Puis chaque tableau ici, c'est un site de piégeage. J'en ai choisi 2 juste pour vous montrer, mais on voit qu'on a vraiment très, très, très peu de captures de pyrale depuis des années. Quand j'ai commencé, moi, il y a plusieurs années, j'utilisais la méthode de dépistage séquentiel établie par l'IRDA, qui est expliquée aussi dans la fiche technique de la pyrale. OK? Puis,
dans cette technique-là, on dépistait les masses d'œufs. Puis au début, quand j'ai commencé, on trouvait des masses d'œufs. Mais après plusieurs années à ne plus trouver des masses d'œufs, on a fait le choix là, de basculer à la technique plus la méthode de USA qui fait en sorte là, qu'on peut avoir un résultat intéressant là, pour une prise de décision de la stratégie sans nécessairement chercher les masses d'œufs. Ça a l'air de rien, mais les petites masses d'œufs de Piral, c'est petit, c'est beaucoup plus long. OK? Fait que les deux techniques, de toute façon, garantissent un 95 et plus d'épis vendables. Donc, on a basculé à la méthode USA quand on dépiste les plants, qui est quand même plus rapide. Donc, rapidement, quand on a, tu sais, on va dépister les plants assez tôt parce que les producteurs aiment ça qu'on soit tôt dans le champ, mais à 6 feuilles, on va porter une attention particulière aux plants pour la pyrale, OK, parce que c'est là que les larves vont survivre là, au niveau des plants. J'ai encore perdu ma souris. La méthode USA qu'on utilise, on ne recherche pas de masse d'œufs, ça va beaucoup plus rapidement. En marchant pour la pyrale, automatiquement, on regarde pour le reste. Les semi-hâtifs, c'est quand même assez rapide parce que on ne trouve pas grand-chose. Quand on a du verre de dépit dans le piège, pour nous, c'est un indicateur important. OK? Je l'ai dit tantôt, c'est difficile à dépister le plant. Il faudrait ouvrir les épis. On le fait un petit peu là, juste avant la récolte pour se sécuriser, mais c'est ça. C'est vraiment plus le verre de l'épi dans le piège. Pour nous, il veut dire quelque chose. Quand on a de la légionnaire d'automne dans le piège, on ne traite pas en fonction des papillons, hein. On va attendre de voir si on trouve des foyers de chenilles dans les champs. Puis quand on a du VGOH dans les pièges, encore là, tous les champs qui vont être au stade 10 feuilles et plus, c'est un déclencheur de porter une attention particulière pour rechercher les masses d'œufs dans les 3 feuilles du haut des champs à ce stade-là. Fait que si j'ai du VGOH dans mes champs, puis que je suis au stade 6, 7, 8 feuilles, je ne cherche pas les masses d'œufs, ça ne sert à rien. Donc, c'est toute une question d'efficacité de temps aussi, puis de stratégie là, de dépistage. Fait que, en gros, c'est la façon qu'on suit, là, puis qu'on cherche les 4 chenilles en une technique, dans le fond. Pour le verre de l'épi, OK, je vous ai mis rapidement, juste pour vous donner une idée, encore là, les 2 sites de piégeage ici. Vous voyez, nous, on est en Montérégie, OK? Fait qu'on peut avoir du verre de l'épi très tôt, en juin, OK? 15 juin, 7 juin, selon les années. Règle générale, il arrive plus tard, OK? Au mois d'août, tout le mois d'août jusqu'en septembre, il est là, mais ça peut arriver qu'il arrive très tôt. Puis là, on porte une attention particulière. C'est-tu juste un petit éclaireur là, qui est arrivé isolé ou le jour de piégeage suivant, on a encore du vent de l'épi, puis le jour d'après, on en a encore un. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on considère. Puis vous voyez aussi, les dates sont différentes. 15 juin ici, c'est fin juillet pour l'autre site. Même chose ici, 7 juin. Fait que les dates ne sont pas les mêmes d'un site à l'autre. Puis des fois, c'est ce qu'on aime moins, mais ça arrive. On peut trouver des chenilles dans les épis avant d'avoir des captures dans nos pièges. Ça, c'est la réalité du terrain. VGOH, OK, juste pour vous montrer rapidement, les dates sont beaucoup plus alignées. OK? Les dates se suivent sur un site de piégeage à l'autre. Je vous laisse l'info. La moyenne, je vous ai mis la moyenne par jour de piégeage, OK? Juste par pure paresse pour la présentation, juste pour vous montrer un peu un ordre de grandeur de comment les choses évoluent. OK? On pourrait faire x2 puis avoir une idée là, par semaine, combien on a de VGOH par semaine. Mais on voit, c'est ça, une quarantaine, des fois 100 papillons de moyenne, mais des fois, on peut avoir des moyennes similaires, 42, 38, 40 ici, mais avec des pics de capture qui peuvent être différentes, 100, 123, 200. OK? Fait que ça met un petit peu là, selon la pression. Mais ce que je voulais vous faire réaliser aussi, c'est qu'avec toutes ces captures-là de papillons, on a très peu de masse d'œufs qu'on peut trouver. OK? Tout dépendamment du paysage et des autres champs qui sont autour, on peut choisir de pondre dans un champ, puis pas, peut être présente dans les pièges, mais sans nécessairement faire le choix de pondre dans les champs en tant que tels. D'où l'importance de chercher des masses d'œufs à des stades précis. Légionnaires d'automne, on voit que
les captures sont beaucoup plus faibles que dans le VGOH, OK? Les dates aussi, ben, tu sais, c'est ça, c'est un papillon là, qui arrive fin juillet, début août dans l'ensemble. Puis, tu sais, en 2022, on a traité seulement 2 champs pour le légionnaire d'automne avec tous les papillons qu'on peut trouver, puis en 2023, un champ seulement. Il n'y a pas de corrélation en nombre avec le nombre de papillons puis les chenilles qu'on peut observer. Des fois, on a des captures de papillons, pas du tout de chenilles. Des fois, on a des chenilles, on n'a pas de capture. Mais c'est pour vous donner là, une idée de notre pression dans notre contexte. Donc, j'arrive dans un petit peu plus crunchy, comme on dit. Donc, tantôt, j'ai mentionné que c'est important de considérer le marché. Nous, on a des producteurs qui ont des kiosques, mais on a des producteurs aussi qui fournissent des plus grandes surfaces. Donc, il faut considérer parce que ben, la tolérance de l'acheteur est quand même un peu différente. Donc, ça fait partie là, des éléments qu'on utilise là, pour la prise de décision. Dans les maïs hâtifs, OK, là, j'ai essayé d'être claire. Vous me reprendrez en question dans le panel s'il y a quelque chose. J'ai mis en lumière là, les producteurs qui utilisent, même s'ils ne sont pas biologiques, hein, qui sont conventionnels, mais qui font le choix dans leur semi-hâtif d'introduire des trichogrammes. Ils vont, là, c'est ça, c'est des champs qui ont des bâches, OK, souvent. Donc, on va commencer le suivi dès que les bâches sont enlevées, en fait. Puis, ils vont mettre les tricots dès qu'ils peuvent aussi rapidement dès l'enlèvement des bâches. Puis après ça, oups, j'ai encore perdu ma souris, je vais trop vite. Après ça, ils acceptent le résultat qu'il y a là. Ils sont satisfaits avec le fait de mettre les tricots dans les champs hâtifs pour la superficie dont ils font ce choix-là. OK? Pour la superficie qui est plus pour le marché de gros, c'est sûr que au travers des années, on a fait des petits essais. OK, selon le dépistage séquentiel ou USA, on ne serait pas supposé te traiter. Es-tu game? Pas game? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, ben, on avait quand même un faible pourcentage de dommages, mais un pourcentage de dommages jugé quand même trop important pour le producteur, pour ses acheteurs. Donc, dans le marché de grande surface, on va venir faire une application d'un insecticide ici, là, quand la croix est en train de sortir pour vraiment l'atteindre comme il faut, mais avant la pleine floraison là, pour ne pas nuire aux abeilles. OK? Fait qu'on va, règle générale, utiliser un produit translaminaire, un insecticide translaminaire là, de type coragène, là, puis on a un très bon résultat avec ça. OK? Fait que ça, c'est quand on a juste, par exemple, en prévention pour la pyrale. OK? Puis, ouais, c'est ça, je vais y revenir. Ici, petite différence, j'ai des petits vers de lipi qui arrivent en juin. Tu sais, c'est en juin, les soies. Fait que là, nous, en Montérégie, tu sais, ça peut arriver dans nos semis-hâtifs. Encore là, on a fait des essais. OK? Le producteur, mettons, il y avait un piège, on a installé plus parce que des fois, le nombre de pièges nous parlait moins. Des fois, parce qu'il n'y avait pas de piégeage sur la ferme, on décidait de ne pas traiter, mais un producteur plus loin, à 25, 40 kilomètres plus loin, lui avait des captures. Mais là, nous, à la récolte, on avait des vers de l'épi dans les épis. Fait à un moment donné, puis aussi, ça arrivait qu'on avait des fois des chenilles avant des captures. Fait que là, tu sais, avec tous ces essais-là, puis ce qu'on a compris maintenant, ce qu'on a établi comme critère qui nous convient à nous, c'est quand on a une première capture sur la ferme, peu importe le piège qui est placé euh, ou si on a une capture dans la région chez un autre client qui est à vol d'oiseau, là, assez proche, 25-40 km à vol d'oiseau, ou si j'ai des chenilles avant les captures, on va décider ben, on va considérer cette information-là, puis faire un traitement contre le ver de l'épi. OK? Je vais y revenir. Ce que je voulais juste aussi mentionner, c'est qui traite le ver de l'épi. Plus on a des pièges, plus on peut prendre une décision éclairée. Fait que c'est juste un petit truc pour vous. Pour les producteurs qui introduisent des trichogrammes pour leur kiosque, si c'est un petit verre de lipi isolé ou dépendamment, ça se peut que même s'il y a un premier petit verre de lipi qu'on ne traite pas. OK?
C'est sûr que si c'est plus régulier, là, c'est différent, mais des fois, c'est juste un petit isolé, puis ça convient. Pour le marché de gros, de grande surface, où la tolérance au dommage est beaucoup plus faible, dans le fond, le traitement qu'on faisait à déploiement de la croix, on fait juste le déplacer au niveau des soies. Comme je vous ai dit tantôt, le verre de l'épi pond dans les soies. Puis, fait que dans le fond, à un moment donné, on a dit, ben, on va juste, on n'en fera pas un deuxième, on va prendre celui qu'on faisait, mais on fait juste, on va le faire à un autre moment au niveau de notre stade phénologique de notre maïs. Ce qui est important aussi de vous dire, c'est que nous, on a fait le choix aussi de ne pas attendre. Tu sais, dans le fond, on ne traite pas à début soie, on traite à soie fraîche, 50 fraîche. Puis, tu sais, ça va vite quand même, là, les soies, là, quand ils sortent quand même. Donc, tu sais, on ne traite pas une première fois quand ils commencent à sortir pour retraiter 2 jours, tu sais, 4 jours, 5 jours plus tard. On fait un traitement avec un translaminaire à soie fraîche avec un fort pourcentage de plants porteurs. Par le temps qu'on déclenche le traitement à 50 de plants porteurs, puis que le producteur le fait, ça va vite. On peut être facilement à 75 80 de plants porteurs à soie fraîche. Ça dépend tout le temps aussi de l'uniformité du champ, mais ça reste le message à retenir et que le résultat est acceptable pour le producteur. On n'entend pas parler. Nous, on ne fait pas des évaluations de pourcentage de dommages à chaque fois que le producteur il récolte. Nous, c'est plus, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Dans le sens que s'il y a des chenilles, c'est sûr qu'on va le savoir et on va vouloir réajuster le tir. Mais règle générale, juste le fait de déplacer ce traitement-là à soie fraîche, ça convient très bien. Mais comme je vous ai dit, c'est un insecticide translaminaire avec une durée longtemps. Donc, s'il y a une pompe, s'il y a un développement des chenilles, le produit est toujours là, puis c'est suffisant pour contrôler les chenilles présentes. Dans le mi-saison, OK, c'est sûr, là, on commence plus tôt parce que il n'y a pas de bâche, OK? Fait que juste parce que les producteurs ils aiment ça qu'on regarde l'uniformité et tout, fait qu'on commence tôt. Encore là, les champs avec trichogramme, il peut encore en avoir. Donc, ils sont installés là, pour avoir leur effet sur les masses d'œufs. Puis là, c'est sûr que dans le mi-saison, on a un petit peu plus de verre de lipi. OK? Fait que là, rendu là, c'est une discussion toujours à avoir selon la pression de verre de l'épi et tout, mais c'est quand même plus possible qu'il y ait un traitement contre le verre de l'épi à soie fraîche là, dans les champs avec des trichogrammes. C'est sûr qu'on essaye de prendre des produits qui ont une plus grande compatibilité avec les guêpes prédatrices là, qui parasitent là, les masses d'œufs, mais c'est ça, ça reste que c'est des insecticides chimiques, là, mais il y a un traitement qui est fait à ce moment-là la majorité du temps. Puis encore là, même chose, un seul traitement à soie fraîche pour le marché de grande surface. OK? Je continue. Dans le tardif, là, légionnaire d'automne peut commencer à se faire voir. On a parlé tantôt des arrivées dans les pièges de fin juillet au mois d'août, OK, mais on ne traite jamais en fonction des captures. On traite tout le temps en fonction de ce qu'on trouve dans le champ. Puis, 1 ou 2 fois par année, on a des semis où là, on arrive, puis là, il y a des foyers de légionnaires qui sont là. Fait qu'on traite 1 ou 2 champs par année seulement au stade 8-10 feuilles. OK? Fait que ça, c'est très peu de surface, mais vu qu'on marche les champs, on les voit puis on les traite. Dans les tardifs, le VGOH arrive aussi, OK? Mais ce que je vous ai mentionné tantôt, c'est que malgré les captures de papillons qui peuvent être impressionnantes, on trouve très peu de masse d'œufs. OK? Fait qu'on n'a jamais fait de traitement ciblé pour le VGOH, mais à cause qu'on fait un traitement à soie fraîche pour contre le ver de l'épi, automatiquement, il vient protéger contre le VGOH en même temps. Donc, encore là, même dans le tardif, un seul traitement à soie fraîche avec un fort pourcentage de plants porteurs de soie fraîche déployés, un insecticide translaminaire. Donc, juste pour revenir, c'est sûr que le maïs sucré, c'est quand même la deuxième culture maraîchère au Québec.
le 6 000 hectares qu'on produit au Québec représente 17 là, de la production maraîchère. Donc, c'est sûr que ça reste non négligeable. Puis, un petit gain d'un traitement qu'on peut sauver peut avoir quand même là, des impacts cumulés avec toutes ces superficies-là. Donc, on a parlé tantôt, il y a beaucoup de régions aussi qui vont produire le maïs sucré. OK, bon, les régions plus au sud ou jusqu'à la capitale nationale Mauricie. Puis, c'est sûr que, bon, il y a l'impact sur le coût. Hein, toutes là, je n'ai pas mis le coût là, des trichogrammes. Je me suis concentrée sur les insecticides. Là, j'ai utilisé la référence économique du CRAC, des produits insecticides là, de 2023. OK, c'est sûr que dépendamment de la quantité qu'on achète, vous pouvez avoir des rabais et tout. Là. Je ne suis pas allée là-dedans. J'ai vraiment utilisé cette source-là pour juste voir, ben, de faire les choix entre un traitement puis un autre, c'est quoi la différence. Donc, on a la dose à l'hectare par produit, par insecticide. Après ça, le prix du produit dans la référence économique. Donc, le prix à l'hectare d'appliquer une seule application. OK? Fait que là, on voit que quand même, BT, selon la dose, jusqu'à 91, Delegate jusqu'à 103, 96 pour le N-Tros, dollars à l'hectare. OK? Le rimon, là, je l'ai mis, mais il est juste pour le verre de l'épi. C'est pour ça que j'en parle un petit peu moins, vu qu'on se concentre quand même plus aujourd'hui pour la pyrale. Bon, la natte, 99, intrépide jusqu'à 75. Fait que, on voit qu'on est quand même dans du 70, 80, 90, 100. On est dans ces ordres de prix-là. C'est sûr que Matador, Ripcar, sont des produits à plus faible coût, mais on va le voir plus tard avec des indices de risque plus élevés. Donc, il y a le prix du produit pour un hectare fois votre surface que vous produisez, mais après ça, il y a toutes les applications 2, puis 3, puis 4 qui peuvent s'accumuler. OK? Fait que c'est sûr que d'essayer de voir pour faire des gains, de réduire un traitement, ça peut avoir quand même un impact. Puis après ça, il ne faut pas oublier aussi que tout le temps d'application, de ressortir le pulvé, de retraiter cette superficie-là une deuxième fois, une troisième fois, tout ça s'accumule. Puis sans compter les indices de risque pour l'environnement puis la santé. Fait que là, je me suis amusée juste à faire un petit cas de figure juste pour vous montrer un petit peu. Laurence, tantôt, parlait que dans le hâtif, il y en a qui ne traitent pas du tout. Fait que là, on a des zéro IRE, IRS. OK, mais il y en a qui ont une application ou deux applications. C'est pour ça que je me suis limitée à ça dans le hâtif ici. Puis j'ai mis en gras ce que nous, on fait règle générale. Des fois, il peut y avoir des petites variantes, là, mais pour le besoin là, de ce matin, je vous ai mis le coragène là, avec les indices de risque respectifs. Comparativement, mettons, si je fais deux applications de Matador, ben là, je passe déjà à, mettons, d'un indice de risque, le coragène de 4, ben là, je passe à 670 pour les indices de risque de la santé. Si je viens changer un Matador pour un coragène, je fais un Matador, un coragène, ben j'ai des indices de risque différents. Si je fais un Voliam Express, je vous mentionnais tantôt aussi, c'est deux insecticides en un. Fait que là, ça vient changer les indices de risque. Là, après ça, vous pourriez vous amuser à l'additionner selon votre contexte, mais c'était juste pour vous donner un ordre de grandeur. Puis quand après ça, on fait 3 applications puis 4 applications, ben, des fois, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore le coragène. C'est sûr que l'utilisation des pyrétrines, là, des groupes 3A, j'achève et ça sera vraiment pas long. Je te vois, tu as ouvert la caméra. Donc, c'est sûr que les matadors étaient souvent utilisés, mais on voit que ces indices de risque-là s'additionnent beaucoup. OK? Fois toute la surface en tant que telle, on a parlé entre 6 500 à 5 000 hectares de maïs au Québec. Fait que c'est des chiffres qui s'additionnent. Donc, pour revenir, le message à retenir, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas juste la pyrale, il y a beaucoup d'autres chenilles. Les aspects de prévention, selon si c'est une migratrice ou pas, ça peut s'appliquer à une espèce, mais pas nécessairement à tout le monde. Fait que c'est variable, OK? Puis le dépistage, OK, la valeur de ce que les choses veulent dire, le piégeage du papillon, des fois, c'est des indicateurs sans être nécessairement des déclencheurs d'intervention, qui est un petit peu là, différent au niveau du verre de l'épi. Puis le stade soie fraîche qui est particulièrement important au niveau du maïs sucré.
Puis là, de toutes les variantes aussi, là, des types de fonctionnement des produits, puis en fonction du type de marché. Fait que c'est ma dernière diapo, l'avant-dernière. Dans le fond, c'est peut-être juste de faire une caractérisation un peu de qu'est-ce que vous faites chez vous. OK, est-ce que je mets, tu sais, c'est quoi mes 2, 3, 4 applications que je fais, pour quelles raisons, à quel stade dans le maïs que j'interviens, quel produit que je fais, pour essayer après ça de voir, OK, là-dedans, est-ce que je pourrais en retirer au moins un ou de changer un produit puis en mettre un autre pour faire moins de traitement. Fait que, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est plus de semer une graine, de susciter la réflexion, puis de vous donner le goût peut-être d'essayer des choses. Mais c'est sûr que ça reste très important de quantifier le niveau de dommage que vous auriez pour être capable vraiment de statuer sur votre changement de stratégie. Donc, c'est tout pour moi, Yves, j'ai fini.